Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'étape numéro 15 de ce Tour d'Italie 2020. Vous voyez, j'ai pas changé de t-shirt par rapport à l'étape numéro 14 parce que j'enregistre ces deux vidéos à la suite. C'est une étape de montagne, c'est une étape difficile, peut-être la première vraie grosse étape de montagne de ce Giro. Bon, il y a eu l'Etna, mais l'Etna c'est une montée sèche. Là, c'est pas une montée sèche, c'est une étape avec pas mal de dénivelé positif. J'ai même oublié de regarder combien il y avait de dénivelé positif sur cette étape, mais je vous le dirai un peu plus tard, le temps que je l'affiche sur mon écran d'ordinateur. Mise en jambe intéressante avant la dernière semaine qui s'annonce cataclysmique. On va avoir un duel de chefs. Cette dernière semaine qui va être très compliquée avec beaucoup de kilomètres, même les étapes de plate, les étapes, moi parler français, les étapes de plat, pardon, avec l'étape d'Asti qui fera 250 km, qui sera extrêmement longue, mais il y aura des étapes de montagne également difficiles avec de la longueur, de dénivelé positif. Donc là, on a vraiment des étapes qui vont être... c'est vraiment une belle mise en route, pardon, avant cette étape-là. C'est une étape quand même, on est sur l'étape numéro 15, voilà, qui fait 4481 mètres de dénivelé positif. C'est la 6e étape la plus difficile. C'est derrière l'étape de Roccazzaro et de Camigliatello Silano, mais c'est aussi loin derrière les 3 étapes qu'on aura, la 18, la 17 et la 20. Qui seront extrêmement difficiles. Il ne faudra pas négliger également la 19 avec le passage à Asti, parce que voilà, il y aura quand même 2000 mètres de dénivelé positif, alors ça réparti sur 250 km. On ne pourra pas cacher son jeu aujourd'hui du côté des leaders, c'est-à-dire qu'on saura ce soir qui est vraiment en forme, qui est moyennement en forme, qui a du mal en cette fin de deuxième semaine. On ne peut plus cacher son jeu. Hier, sur le contre-la-montre, il y a des différences, bien entendu, de niveau entre les forts et les pas bons dans ce type de domaine. Là, si vous n'êtes pas bien aujourd'hui, vous ne pouvez plus jouer le général, très clairement. Donc on saura qui va jouer véritablement le général pour la dernière semaine, qui seront les 3 coureurs qui pourront se battre pour la gagne, qui seront les 7-8 coureurs qui pourront se battre pour le top 5. On le saura ce soir. On va regarder tout de suite le profil parce qu'il est très intéressant ce profil. On commence à la base aérienne de Rivolto et sur les premiers kilomètres c'est plutôt plat. Avec Dignano, Ragonia, le Pizzano, Tagliamento. Une première difficulté qui n'est pas au classement de la montagne de 10 km 3 à 6,4% de moyenne, c'est à Anduin. Ou Anduin, je ne sais pas comment on doit le dire, au kilomètre 42. Et puis on arrive à San Francesco, au kilomètre 54,5 pour prendre la première difficulté du jour, la Sella Chianzutan. 9 km 6 à 5,6 de moyenne, côte de deuxième catégorie. On la regarde tout de suite, cette difficulté, c'est pas extrêmement difficile, c'est une belle mise en route. C'est une côte de deuxième catégorie, c'est-à-dire que vous avez entre le kilomètre 2 et le kilomètre 3, un kilomètre à 7% de moyenne. Pareil, entre le kilomètre 5 et le kilomètre 6, entre le kilomètre 7 et le kilomètre 8, 7,2% de moyenne. C'est plutôt régulier, entre 5,5 et 7%, on va dire. Donc c'est pas très difficile, c'est plutôt régulier. L'objectif pour les sprinters, ça sera de résister le plus longtemps possible dans cette difficulté, parce qu'après il y aura des passages avec des forts pourcentages, et peut-être qu'un Peter Sagan pourrait se glisser dans l'échappée, s'accrocher dans cette difficulté-là pour prendre des points au niveau du sprint intermédiaire qui se situe juste derrière le sprint intermédiaire à Villa Santina. Au kilomètre 81, juste avant le ravitaillement au kilomètre 83. On va ensuite aller à Priuzzo, au kilomètre 91, et au kilomètre 94, vous voyez une petite difficulté, la Forcella des Priuzzo, 3 km 1 à 6,4 de moyenne. On redescend, et là, on prend surtout la Forcella di Monterest, côte de deuxième catégorie, 7 km 4 à 7,7% de moyenne, côte qui nous emmène à 1000 mètres d'altitude, 1081 mètres même pour être précis, la Forcella di Monterest. Hop là, je l'avais raté. Là, c'est une véritable difficulté pas évidente. On sera à 100 km de l'arrivée, certes, mais les premières banderilles pourraient être mises en route à ce moment-là. Vous voyez, entre le kilomètre 2 et le kilomètre 5, on est toujours au-dessus des 9%, 9,2, 9,7, 9,5.
Avant, on aura eu déjà un kilomètre avec une moyenne à 7,9 entre le kilomètre 1 et le kilomètre 2. Donc vous voyez, c'est une difficulté qui paye pas de mine, qui paraît pas très difficile sur le papier quand on prend le profil global, mais quand on l'étudie en profondeur, eh bien, c'est une difficulté bien plus majeure pour cette étape numéro 15. On continue ensuite. On redescend avec un petit peu de vallée pendant une quinzaine de kilomètres entre Tramonti di Sopra et la ville de Bien entendu, ils ont tout mis dans le même bloc. Ça va être Navarros. Je m'excuse si c'est pas le bon nom de ville, mais là sur mon profil ProCyclingStat, les deux noms sont collés au même endroit. Et on arrive au sprint bonification à Pau Fabro, 1 km 8 à 7,1% de moyenne. Et ensuite l'avant-dernière montée du jour, c'est la Forcella di Palabarzana, 9 km 2 à 5% de moyenne, côte de deuxième catégorie. Côte qui n'est pas extrêmement difficile à Forcella di Palabarzana, vous voyez. C'est irrégulier, certes. Ça se décompose en deux portions. Vous avez 3 premiers kilomètres avec un pied à 7,5%. Ensuite, vous avez une zone de plat. Et puis, vous avez 4 kilomètres de nouveau avec des passages entre 7,5. Il y a 1 km entre le kilomètre 7 et le kilomètre 8. On est quand même à 8,6. Mais je pense pas qu'on fasse la différence à cet endroit-là parce que on va voir maintenant la dernière difficulté du jour. Alors, elle n'arrive pas tout de suite. On redescend encore un petit peu de vallée. Une vingtaine de kilomètres de vallée entre Galeria Fara et la ville d'Aviano qui sera le pied de la montée de Piancavallo. Montée de Piancavallo, 14 km 300 à 7,9% de moyenne. C'est le sommet également le plus haut de la journée avec 1288 mètres d'altitude. C'est pas extrêmement haut, par contre c'est extrêmement pentu parce qu'on part à 162 mètres d'altitude pour monter à 1288 mètres d'altitude. Donc ça fait à peu près 1100 mètres de grimper en 14 km. Donc c'est très court pour passer 1100 mètres en hauteur et vous voyez ça se déroulera surtout j'irai sur les 8 premiers kilomètres. Après c'est un peu plus plat, donc c'est une côte pour les audacieux aujourd'hui. Pour les gens qui auraient perdu du temps sur le contre-la-montre, c'est vraiment la côte idéale parce qu'il faut partir de loin pour faire la différence. Vous le voyez avec un premier kilomètre à 7,4 puis ensuite 10,3% et ça ne redescend pas jusqu'au kilomètre 9 où à partir du kilomètre 9 ça devient beaucoup plus plat. On a une dernière rampe entre le kilomètre 11 et le kilomètre 13 pour avoir un dernier kilomètre et demi quasiment plat, 3,1% de moyenne. Donc ça se situe vraiment sur ces 8 premiers kilomètres. Pour moi, vous avez des passages au-delà des 11% sur les kilomètres, la moyenne des kilomètres, on est au-delà de 11% entre le kilomètre 5 et le kilomètre 6. Mais aussi assez régulièrement au-dessus des 9%, vous voyez c'est quasiment noir tout le temps, donc quand c'est noir ça veut dire qu'on est au-delà des 9%, donc c'est une montée qui permettra de faire des écarts Piancavallo. C'est peut-être pas l'étape qu'on a le plus regardé du côté des leaders et pourtant il faut faire attention à cette étape numéro 15. En plus on est en fin de deuxième semaine. La fatigue, la lassitude, les conditions climatiques ont été très mauvaises dans cette deuxième semaine, donc on peut avoir un petit peu de fatigue qui se rajoute. Du côté de la météo, on sera aux alentours de 13-14 degrés comme la veille, avec peu de vent, du soleil. Donc normalement, on devrait avoir des conditions, je dirais pas idéales, il fera un peu frais en altitude, mais au moins il y aura du soleil, il fera pas humide. Donc ça sera déjà un avantage. J'ai oublié de dire également du côté du profil qu'il faudra faire attention à deux descentes. La descente de la Forcella di Monteres, qui est la deuxième difficulté de la journée. On a des épingles, que ça soit dans la montée et dans la descente, en tunnel. Donc ça peut être vraiment très dangereux. J'espère que l'éclairage sera bon. Et puis attention également dans la descente de la Palabarzana, qui est la troisième côte de la journée, avec une descente rapide et technique dans la Forcella di Palabarzana. Rapide, technique, la descente est rapide, donc il faut faire vraiment attention de ne pas tomber. Ça serait dommage de se faire mal avant la montée de Piancavallo du côté des leaders. Du côté de la stratégie, moi je vois deux types de stratégies. Soit on a une grosse échappée avec les leaders qui s'attaquent, c'est-à-dire deux courses en une course entre les échappés avec une grosse échappée, une quinzaine de coureurs, et une course entre les leaders derrière à 7-8 minutes, on va dire. Soit c'est un leader qui gagne pour montrer que son équipe est solide et pour faire peur à ses adversaires avant la dernière semaine. Ça pourra donner des idées à certaines équipes pour un peu montrer les muscles et faire peur à ses adversaires, les empêcher d'attaquer pour la dernière semaine. Donc ça peut être des idées pour les leaders. Du côté des favoris, pour moi,
Alors je mets Pozzovivo parce que je pense que Pozzovivo est le meilleur en montagne, mais il a perdu certainement du temps avant le contre-la-montre, même si j'ai pas encore vu le contre-la-montre, mais connaissant Pozzovivo, donc il va être je pense à 2 minutes, 2 minutes 30, donc c'est quelqu'un qui peut attaquer de loin sans forcément être surveillé tout de suite. Et puis je mets 2 coureurs pour l'échapper. Je mets Zakharine parce qu'il est très très loin et qu'on l'a quand même vu sur le dernier Tour de France. C'est un coureur qui peut être performant même s'il descend comme une chèvre. Dixit Nance Peters. Et puis Aurélien Paré-Peintre qui a perdu également pas mal de temps qui aurait envie de remonter dans le classement et surtout d'en claquer une. C'est une étape qui peut être intéressante également pour Aurélien Paré-Peintre d'AG2R la mondiale. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Si vous avez d'autres favoris, parce que des fois j'oublie du monde, hein. Là j'ai pas mis Narvaez par exemple, mais il y a d'autres coureurs, ou Caicedo, donc n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et puis surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en mettant la petite cloche, comme ça vous êtes sûr de ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.